Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Bon, un peu comme dans le style des jours d'hier, j'ai choisi un titre un peu provocateur pour faire discuter. Mais l'idée, c'est que de mon propos, ce sera de dire que, de soumettre en tout cas à la réflexion, l'idée que l'évolution de l'ergonomie de l'activité, notamment dans sa tradition de langue française, tend, et à juste titre, à se démarquer nettement d'une ergonomie physique, exclusivement physique, très présente, malgré tout, malgré nos efforts. Mais ma réflexion, c'est de me demander si des fois nous ne le faisons pas trop caricaturalement, au risque de passer à côté de certains enjeux contemporains importants. Voilà. Et je me dis que si le monde académique et les chercheurs, et celui qui parle y compris, peuvent se permettre de faire ce genre de réduction de choix dans leurs travaux, est-ce que ça aide vraiment les praticiens qui, eux, ont à faire face aux représentations dominantes sur le terrain et doivent construire des représentations en lien avec celles-ci. Et donc l'idée de ma présentation, c'est de soumettre à la discussion un certain nombre de choses de ce point de vue-là, et puis d'en discuter avec vous. Bienvenue. Marie-Ève, Céline, bonjour. Bon, évidemment, nous avons à faire face à des mutations du travail et à trouver des positionnements face à ces mutations pour essayer de faire de l'ergonomie. Je ne vais pas être long là-dessus. On savait tous que la tertiarisation du travail était en cours depuis les années 80 et l'émergence massive de l'informatique dans les systèmes de travail, et ça n'a fait que se poursuivre. Mais évidemment, il s'est passé quelque chose de particulier il y a 2-3 ans qui a produit une accélération majeure des choses et le développement d'outils du quotidien pour tout le monde, accessibles à tout le monde, de communication à distance notamment, qui ont accéléré largement, et on ne sait pas encore à quel point parce qu'on n'en mesure pas les effets aujourd'hui, ces mutations-là. Et nous étions, bien sûr, habitués, ergonomes, à parler des TMS liés à l'hypersollicitation articulaire des membres supérieurs, notamment lors de situations de travail sur écran, toutes les pathologies du membre supérieur qui sont liées à la manipulation de l'ordinateur, de la souris. Donc c'est des choses que nous savions faire et que nous savons toujours faire. Mais a émergé avec ça, encore peu probablement dans le champ de la santé au travail, une nouvelle problématique qui est celle de la sédentarité professionnelle qui, alors je suis obligé de le dire vite, mais reste, je pense, encore largement impensée des ergonomes, constitue pourtant un risque professionnel à part entière sur lesquels les ergonomes devraient ou devront se positionner, à la fois parce qu'ils peuvent être utiles et parce qu'en ne le faisant pas, ils laissent le terrain à d'autres types d'offres qui détournent l'attention du travail lui-même. Donc c'est ces 3 points que je vais essayer de développer, d'argumenter avec vous. Alors, très très vite, c'est quoi la sédentarité professionnelle ? C'est l'idée que, sans rentrer trop dans les détails, il y a une dépense énergétique liée à l'activité qui est insuffisante pour entretenir le métabolisme de base. Et donc, ce qu'il faut bien entendre et qui n'est pas toujours simple ou évident ou intuitif, c'est que parler de sédentarité, c'est parler d'insuffisante dépense énergétique. Ça n'est pas parler de sollicitation articulaire. Ça n'est pas la même chose. Je vais y venir. Et une évolution majeure de notre société, bien identifiée dans le champ de la santé publique depuis des années, avec des niveaux de preuve très importants, montre que c'est un problème de santé publique majeur
pour nous, voilà, 2/3 de la population française n'atteignent pas les recommandations, la moitié des Français sont considérés comme actifs. L'Organisation mondiale de la santé considère que ça représente l'un des facteurs de mortalité les plus importants parmi ceux qui ne sont pas des maladies non transmissibles. Par exemple, la sédentarité tue plus que le tabac aujourd'hui en France. Et ça augmente les risques de décès, par exemple, notamment sur les maladies cardiovasculaires, de manière très significative. Les TMS sont un des effets, parmi d'autres, de ces pathologies. C'est très porté, y compris politiquement. On a des formes de communication multiples dans les médias aujourd'hui sur ce sujet. Le ministère de la Santé lui-même affiche des recommandations pour essayer de faire face à ce type de problématiques et fait des recommandations que nous avons tous entendues plus ou moins attentivement quelque part, avec l'idée d'avoir un certain temps d'activité minimum par semaine, et puis des formes d'interruption de la sédentarité dans la journée. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est facile à trouver. Les données que j'évoque ont été renforcées. Les données que j'évoque ont toutes été, et celles que je vais présenter, ont toutes été construites avant le Covid. D'accord ? Donc, on peut imaginer que c'est largement sous-estimé ce qui va être présenté, même si c'est déjà massif. Et probablement que le Covid, et notamment le progrès technologique associé qui a permis de maintenir des activités professionnelles dans cette période, a largement accentué la problématique. Voilà, en moyenne, sur une journée de travail, nous passons 77% de notre temps assis dans différents endroits pour manger, pour les transports et aussi pour le travail. Et nous en sommes un malheureux exemple depuis hier. Même si certains ont sans doute arpenté les nuits parisiennes et les trottoirs pour lutter contre cette sédentarité, malgré tout, ça n'aura certainement pas compensé. Et ça a beaucoup évolué, ça a doublé, par exemple en 10 ans. Et encore une fois, c'est avant Covid. Dans tous les pays, toutes les études sont similaires. Les chiffres voilà, sont très importants. Plus de 80% de la population française passe plus de 3 heures sur des écrans. Ça a des conséquences importantes sur la santé, la mortalité. Vous voyez les chiffres là, hein, c'est très important. Et dans le champ de la santé au travail, on va dire depuis 1 an, 2 ans, cette problématique émerge, apparaît. Et l'INRS notamment, et certains collègues plutôt du côté de la médecine du travail commencent à mettre en évidence, parler de ce phénomène, même si c'est encore discret dans notre communauté, pour décrire en fait, identifier le risque, sensibiliser, le caractériser, mais pas dire comment faire encore. Mais voilà, arrivent ces premières études, alors que je le disais, dans le champ de la santé publique, c'est un sujet qui est important depuis très longtemps. On retrouve sans doute probablement une histoire française de la santé au travail, là, qui s'est distinguée très tôt et construite de manière totalement indépendante d'autres formes de spécialisation. Et ce qui est très important de mon point de vue, d'identifier, c'est que ces projections sur l'évolution de la sédentarité, la barre verticale noire au centre à droite, c'est le moment où a été faite l'étude considérée sur la population. Et donc vous voyez là la distribution des dépenses énergétiques selon les sphères de vie. Et donc vous avez en haut les activités de loisirs, juste en dessous les activités liées au transport, juste en dessous les activités domestiques, et puis la zone la plus importante en bas, la surface la plus importante en bas du schéma, c'est le travail. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que certes il y a eu des évolutions sur les différentes sphères de vie liées à la sédentarité, mais finalement pas tant que ça. L'épaisseur de la surface liée aux activités n'a pas beaucoup changé sur les 50 années qui précédaient l'étude, si ce n'est le travail.
Donc là, voilà, c'est dans le travail que la dépense énergétique a été divisée par 2. Et c'est là que s'explique l'essentiel de l'évolution de la sédentarité, qui est la courbe noire pleine qui monte. Et donc, ça veut dire que ce phénomène-là, il se construit d'abord et avant tout dans le monde du travail. Et nous le découvrons. La partie droite du schéma, derrière la barre verticale, c'est la projection des auteurs de l'étude si jamais les résultats restaient les mêmes. Autant dire qu'avec ce qui s'est passé en 2020, on est probablement sur une autre projection totalement différente du phénomène. Donc on commence à prendre conscience, dans le champ, me semble-t-il, dans le champ de la santé au travail, de cette problématique-là, et se pose la question de quelle forme d'action. Et on trouve plein de choses, bien sûr. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire ça. Il y a des congrès où ils font ça, mais je ne vais pas vous demander de vous lever. Évidemment, ces types de propositions nous font nous gratter un peu la tête, en tant qu'ergonomes. Elles ne nous vont pas bien. Probablement que une des raisons pour lesquelles ça ne nous plaît pas, c'est qu'en fait, même si dans l'absolu, ça pourrait pourquoi pas faire du bien, ou en tout cas peut-être pas faire de mal, ça détourne l'attention du facteur principal, qui est le travail. Donc chaque fois qu'on propose ce genre de choses, à la pause, avant, en dehors du travail, finalement, on ne traite pas le facteur qui est à l'origine du problème majeur. Et il n'y a aucune étude scientifique aujourd'hui qui montre que ce type de choses ait des effets significatifs reconnus sur la santé. Aucune. Même si ça se développe massivement. Et donc les actions qui sont envisagées aujourd'hui sur ce phénomène se font largement sans nous. Quand on regarde ce qu'écrit l'OMS dans ses plus récentes publications sur le sujet, seule l'évocation qui est liée au travail, c'est celle que j'ai mise en bleu. Les politiques du travail doivent favoriser des déplacements actifs, des occasions d'être physiquement actifs pendant la journée de travail. C'est-à-dire qu'il doit y avoir des programmes de promotion de l'activité physique au sein des entreprises pour avoir des pauses actives. Mais voilà, c'est la seule évocation du travail. C'est-à-dire qu'on n'évoque pas le travail, en fait. On évoque les moments où on ne travaille pas et où on pourrait bouger un peu. Il y a une revue de littérature qui est sortie cet été, très récente, dont le titre est « L'efficacité des interventions visant à limiter la sédentarité en milieu professionnel ». Et les conclusions sont là en rouge. Mise en place de mobilier actif dans l'entreprise, c'est-à-dire des différents dispositifs qui permettent de rompre avec les postures sédentaires, de changer un peu de posture de temps en temps, voire parfois même de faire de l'exercice physique en même temps qu'on travaille. Je vous montrerai des exemples. Favoriser l'accès des travailleurs à de l'activité physique en dehors du travail. Mais rien dans cette revue de littérature internationale, publiée par Santé publique France, sur la transformation du travail lui-même. L'Académie nationale de médecine, qui sort un rapport il n'y a pas très longtemps aussi, c'est très récent. Pratique régulière de l'activité physique. En complément d'intervention ergonomique, c'est le seul moment où on évoque quelque chose dessus, mais le reste, dans tout le rapport, on n'en parle pas du tout. Des exercices de renforcement musculaire sont efficaces. Association d'exercices aérobie et renforcement musculaire. Usage de bureaux à hauteur variable. Donc en fait, il y a un champ scientifique qui a sans doute une force de lobbying vis-à-vis d'un monde politique qui met une pression à l'heure actuelle importante sur un certain nombre d'acteurs, d'entreprises pour favoriser ces choses-là. Et nous n'en sommes pas, ou en tout cas largement pas. Ça donne beaucoup de travail, je pense, à des fournisseurs de matériel qui pensent qu'ils vont pouvoir rééduquer leurs chevilles en même temps qu'ils travaillent sur le clavier. Ça donne du travail à des gens qui vont proposer ce genre d'exercice aux pauses. Et pourquoi pas
mais finalement, est-ce qu'on traite vraiment le sujet qui est à l'origine et à quel moment on va le traiter? Et donc, l'essentiel de mon message, c'est de dire que il y a sans doute à prendre à pas le sujet, quoi, hein, parce que c'est le travail, parce que ça nous concerne, parce qu'en étant absent, on participe indirectement à laisser vivre, se développer des pratiques qui, d'une part, ne sont pas à la hauteur des enjeux, et d'autre part, nuisent à notre propre positionnement vis-à-vis des sujets du travail. Et la technologie a probablement très largement soutenu cette évolution d'une sédentarité qui, à l'échelle anthropologique, n'est pas nouvelle, mais qui s'inscrit voilà, avec une accélération contemporaine majeure, qui est totalement en phase avec les modèles de performance existants dans les entreprises, fondés sur la spécialisation des personnes et des tâches. Avec malgré tout, bien sûr, des métiers très exposés aux formes d'hypersollicitation traditionnelle dans certaines activités. On est habitué en ergonomie souvent à regarder ces formes de sollicitation qui sautent aux yeux, je dirais, hein, ça bouge, que ce soit du côté du marteau-piqueur ou du poignet de la souris. Par contre, nous sommes peu habitués à interroger ce qui va avec, c'est-à-dire cette sédentarité. Et donc on se retrouve dans un contexte, merci, dans un contexte de réduction très forte des différentes formes de sollicitation du corps au travail, associé à un boom du numérique qui, la mobilité des données fabrique la sédentarité des personnes, et probablement que ce cocktail-là produira plus de TMS demain et sans doute d'autres problèmes de santé majeurs liés au travail, directement liés au travail. Et sans doute accélérés, renforcés par le vieillissement de la population active au travail, l'allongement des retraites, les difficultés qui vont aller avec, et ça supposera certainement de nouvelles formes d'intervention. Cette évolution-là, qu'on voit très bien sur les activités dites tertiaires, administratives, en fait, elle se déplace aussi dans l'industrie. Vous avez là le poste de travail de l'usine du futur présenté par un ingénieur lors d'une visite d'entreprise qui était très content de montrer que ce poste était ergonomique parce que les personnes qui avant portaient des charges, se déplaçaient pour approvisionner leur poste et porter des charges lourdes, aujourd'hui sont assises, sont tranquilles, n'en font plus d'efforts et qu'en plus elles n'ont plus de stress parce qu'il suffit de lancer le programme sur le petit écran en haut à gauche pour que celui-ci soit capable de vous dire où prendre la pièce et soit capable en plus de repérer si vous vous trompez dans l'endroit où vous prenez la pièce. Et donc c'est facteur de prévention des TMS parce que les gens portent moins de charges lourdes, font moins d'erreurs, donc moins de surmanipulation des pièces qu'il faudrait désassembler ou reposer. Parce que, voilà. Donc il y a une cohérence dans le discours, une cohérence très importante, mais qui est fondée sur un modèle de l'activité, évidemment qui à la fois du point de vue de l'activité physique est assez discutable, parce que finalement l'intensité de la charge, du port de charge n'est qu'un facteur parmi beaucoup d'autres, et la répétitivité, le travail statique, l'hypersollicitation de l'épaule, voilà, sont des facteurs de TMS sans doute très importants dans cette future nouvelle situation. Mais en plus sont totalement aberrants du point de vue du sens du travail, puisque à limiter au maximum ce qu'ils appellent la charge cognitive de travail, finalement on en fait à faire un travail plus intéressant du tout. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes d'attractivité dans les entreprises, parce qu'au-delà des nuisances traditionnelles, on fabrique tout pour qu'il y ait un désintérêt total du travail. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre nous qui voudrait passer plus de 5 minutes sur ce poste-là. Et donc derrière ces innovations, entre guillemets, il y a des modèles relatifs au travail humain qui tournent. Je finis. Puis les autres, ils ont pris beaucoup de temps hier.
il y a des modèles du travail humain qui tournent derrière ces choix de conception. Et évidemment, il nous faut, il me semble qu'on doit arriver à se positionner là-dessus, parce que ces nouvelles technologies soutiennent indirectement ces tendances. Et sans doute que, en tout cas, les arguments du côté de la sédentarité sont des arguments supplémentaires pour remettre en cause ces choses-là, au-delà de ceux qu'on mobilisait déjà, et qui restent, de moins de point de vue, du champ de notre action. Voilà, et donc si je reviens à ma question initiale, est-ce qu'il y a un risque pour nous de parler de ces sujets-là? Est-ce que c'est parce qu'on y perçoit un risque qu'on regarde ça d'un peu loin, qu'on est frileux à y aller? J'aurais envie de dire oui, sans doute, hein, il y a des bonnes raisons, mais on peut dire aussi qu'on prend un risque à ne pas le faire, on prend un risque pour ceux qui vont travailler sur ces situations-là, alors qu'ils relèvent du champ de compétences que pourtant nous revendiquons par ailleurs. Et finalement, le risque que je vois à parler d'activité physique, c'est d'y rester. Hein, c'est de ne parler que d'activité physique. Mais évidemment, si on interroge un peu finement l'activité physique, on est obligé d'interroger ce qui organise le mouvement. Et ce qui organise le mouvement, c'est quoi? C'est le rapport au travail, la sensibilité, la subjectivité, ce qui importe au sujet. Donc on est obligé de convoquer ces dimensions-là si on veut sérieusement analyser l'activité physique, y compris les dimensions cognitives, prise d'information, traitement d'information, qui dépendent en fait de ce qui importe au sujet en situation. Et c'est comme ça que traditionnellement et historiquement en ergonomie, on explique la différence entre l'astreinte et la contrainte, y compris le fait que des gens choisissent de s'exposer au-delà de ce qu'on leur demande de faire, tout simplement parce qu'il y a des dimensions qui échappent à la simple vision du mouvement. Donc il me semble qu'on fait toujours de l'ergonomie, y compris de l'ergonomie de l'activité, quand on s'intéresse à ces questions-là, si on le fait bien, au sens où, si on ne reste pas au niveau de l'activité physique, mais qu'on convoque les dimensions globales de l'activité. J'arrive à ma conclusion. Donc voilà, je voulais défendre l'idée que c'est sans doute important pour nous de porter la question de la sédentarité ou de l'hyposollicitation énergétique autant que celle de l'hypersollicitation articulaire, notamment de les penser ensemble. C'est pas intuitif hein, de se dire qu'une même personne sur son poste de travail peut être à la fois hyper sollicitée et hyposollicitée. Mais en fait, quelqu'un qui travaille au clavier toute la journée, ou mon opérateur sur son poste, là, c'est quelqu'un qui est hyper sollicité sur certaines articulations, et pourra donc être sujet à un certain nombre de troubles musculo-squelettiques, mais c'est quelqu'un qui, sur le plan énergétique, est hyposollicité parce que cette sollicitation-là ne constitue pas une dépense énergétique pour atteindre les seuils qui permettent le maintien en santé. Et donc on a simultanément, sur un certain nombre de situations de travail, et probablement de plus en plus liées à l'émergence des nouvelles technologies, cette configuration qui associe les deux types de risques. Et voilà, je pense qu'il nous faut développer notre capacité à les interroger, à interroger les modèles du travail humain qui sont à l'œuvre derrière ces situations et derrière ces choix. Et des fois, et je me mets dans le lot, hein, parce que je réfléchis comme ça aujourd'hui, mais je ne réfléchissais pas comme ça il y a quelque temps, je pense qu'on ne mesure pas en fait ce à quoi on contribue parfois. Par exemple, quand on améliore le confort à un poste de travail avec des sièges dits ergonomiques, mais qu'on ne traite pas en même temps les questions d'organisation qui figent la personne à son poste de travail, on ne fait que renforcer la sédentarité professionnelle. Parce qu'on diffère le moment où la personne aura mal aux fesses et devra se lever. Et donc, de fait, il y a une tension là. Je ne dis pas qu'il faut les asseoir sur des clous hein, pour qu'ils se lèvent. Mais il y a une tension à travailler, et je n'ai pas de solution, mais au moins avoir conscience sur le fait que cette tension se joue et que parfois, c'est pas simple. Quand je repense à notre poste de travail sur l'usine du futur, il est évident que l'ergonomie a quelque chose à défendre du point de vue d'une vision de ce que sera un travail
souhaitable, désirable, soutenable. Bon, et beaucoup d'auteurs dans notre champ qui contribuent à cette réflexion. Mais voilà, je pense que les facteurs humains organisationnels ne portent pas de vision de ce sujet-là, parce que c'est un ensemble de compétences extrêmement hétérogènes qui occupent le terrain, c'est sûr, mais qui ne portent pas de vision sur la nature même du travail vers lequel tendre. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas devenir des spécialistes du facteur humain, mais rester des ergonomes, et c'est très bien comme ça. En tout cas, c'est un point de vue très, très partiel, on peut en discuter. Et je crois que c'est la seule manière qu'on pourra de répondre aux questions émergentes concernant l'attractivité du travail, qui ne sont pas les mêmes questions de mon point de vue que celles, par exemple, de l'accessibilité du travail. Rendre le travail accessible à des hommes, à des femmes, à des petits, à des grands, à des gauchers, à des droitiers, à des gens qui ont mal, à des gens qui ont pas mal. Ce sont des vraies questions, hein, des questions historiques, mais derrière cette émergence d'une demande en termes d'attractivité, il y a autre chose. On peut avoir un travail, on peut fabriquer un emploi accessible sans qu'il soit intéressant, sans qu'il soit attractif. Et donc probablement que ces nouvelles questions nous amènent à repenser avec plus d'exigence les modèles du travail vers lesquels on veut tendre, et soit qu'on contribue quand on intervient sur ces sujets-là. Et j'ai fini. Merci beaucoup.